RBS 91.9. Nous sommes toujours en direct sur RBS, vous écoutez Sceptique. Après les réseaux, on ouvre un nouveau chapitre, IA et la créativité. L'Arcom a récemment publié un rapport sur l'IA dans l'audiovisuel. 5 grands enjeux en ressortent: l'impact sur les métiers, la souveraineté, la traçabilité, les médias synthétiques et l'environnement. L'idée générale du rapport est claire. L'IA doit augmenter l'humain, pas le remplacer, mais est-ce vraiment ce qu'il se passe ? Pour aborder le sujet, accueillons ensemble l'auteur de plus d'une vingtaine d'albums, illustrateur connu et reconnu sous le pseudo BE et enseignant à l'AER. Il s'est transformé les idées complexes en images qu'on n'oublie pas. En gros, il raconte le monde en case et en bulle. Ce soir, il est avec nous pour parler création à l'heure de l'IA. Bienvenue Joseph Grismar. Bonjour. Designer, enseignant et directeur adjoint de la recherche à l'AER, il a formé des générations de créatifs à penser l'image autrement. Graphisme numérique, expérimentation, il décrypte nos images et nos interfaces comme d'autres lisent un roman. Bienvenue Loïc Aurélou. Bonsoir. Il s'intéresse à la façon dont notre cerveau perçoit, choisit et réagit. Maître de conférences et chercheur en neurosciences à l'Université de Strasbourg et au Centre de primatologie, il travaille sur la cognition sociale et la prise de décision. Ce soir, il nous aide à comprendre comment notre cerveau réagit face aux images générées par l'IA. Merci d'être là, Sébastien Balesta. Bonsoir. En France, un tiers de la population utilise aujourd'hui l'IA générative. Chez les 18-24 ans, c'est 77% et 62% l'aperçoivent comme une menace pour l'emploi. Loïc Aurélou, en tant que designer graphique et formateur, comment percevez-vous l'impact de l'IA sur la singularité visuelle ? Alors, je vais faire un pas de côté. On avait il y a quelques années organisé un cycle de conférences en fait, sur le rapport entre la technique et le design graphique. Et une des choses qui émergeait, c'est qu'en fait, certains métiers sont liés à des présupposés techniques et que la technique, elle n'est pas pérenne et infinie dans le temps. Et donc, des fois, il y a des métiers qui disparaissent ou qui doivent se réajuster. Par exemple, si je prends dans le champ du design graphique ou du graphisme, le métier de photograveur, qui étaient les personnes qui composaient des caractères pour l'imprimerie au plomb, où il y a des machines spécifiques, n'existe plus puisque tout ça a été remplacé par l'informatique. Donc, c'est évident que ça va très vite. C'est un impact assez immédiat parce que l'IA amène une forme d'accélération à plein d'endroits. Mais je ne sais pas s'il faut être absolument terrifié par cette arrivée-là, mais il faut l'accompagner et l'anticiper. Et justement, est-ce que c'est un outil qui stimule ou une béquille qui peut freiner l'apprentissage des métiers créatifs ? Vos étudiants, ils utilisent des IA ? Alors moi, quand j'enseignais, j'ai fait partie d'une option, d'un département qui, on avait pas mal expérimenté, même avant l'arrivée des IA, du machine learning en fait, et on est arrivé à ces dispositifs-là parce qu'on avait expérimenté beaucoup ce que c'était que la donnée. Avec l'explosion de la donnée qu'on vit depuis le début des années 2000, parce que l'arrivée du Web 2.0, puis après l'arrivée des réseaux sociaux dont vous parliez avant, il y a vraiment une explosion de la donnée, ça fait partie de notre monde maintenant, et on trouve intéressant de travailler de la donnée. Et donc là, parce qu'on a travaillé de la donnée, des étudiants avaient commencé d'eux-mêmes à expérimenter des prémices d'IA. Alors on regardait un peu ce qui se passait avec l'arrivée de Deep Dream de chez Google. On avait testé les premières versions de GPT avant que ce soit ChatGPT, donc il fallait encore l'installer comme un programme informatique, c'était pas forcément évident. Et on avait entraîné nous-mêmes nos propres petits modèles et c'était assez intéressant de regarder. Et ça... du coup, ces étudiants-là se posaient beaucoup de questions avec un recul critique important. Pas dans une volonté de diaboliser ou d'en faire l'outil qui allait sauver toute la création, mais avec un positionnement qui était assez intéressant et qui regardait ça avec attention. Alors, donc je pense que j'ai envie de dire, tout dépend de l'attitude et de comment on utilise ça. Mais par contre, il faut outiller critiquement les gens. Joseph Grismar, de votre côté, vous avez vu passer plusieurs révolutions dans le dessin. Qu'est-ce que l'IA change vraiment pour un auteur de bande dessinée ? Alors, moi je dirais que ce que l'IA change vraiment, c'est que c'est une machine à faire des moyennes. C'est une machine qui va lisser, qui va compiler des tonnes d'images pour en faire une moyenne, pour en faire quelque chose de potable, Et c'est l'inverse du but de l'artiste, qui est justement de disrupter, de
proposer quelque chose de neuf. Alors évidemment, il propose jamais quelque chose de neuf parce qu'il a toujours son expérience, il regarde ce que font les autres et voilà. Donc lui aussi, il est pris dans la même mouvance que la machine, mais la machine, elle le fait 1 million de fois plus fort et donc elle va lisser et c'est le problème. Comment vous percevez l'impact de l'IA sur les étudiants du coup ? Eh bien, sur les étudiants, ma foi, comme ils sont en apprentissage, si vous allez à la salle de sport, vous emmenez pas une batterie électrique pour lever la fonte à votre place. C'est sûr que non, ça vous sert à rien. Donc, si c'est pour avoir des idées, si c'est pour non, je vois vraiment pas l'intérêt. D'ailleurs, je trouve que depuis maintenant 2 ans que cette machine commence à vraiment devenir extrêmement impressionnante. Les étudiants ne s'en servent pas autant que je pensais. Donc voilà, ils testent, ils regardent, et c'est très bien. Hein, il faut rester un peu au jus de ce qui se passe, mais voilà. Bon, ça c'est pour les étudiants. En revanche, sur la profession, l'impact il est considérable parce que tous les boulots alimentaires, tous les boulots un peu simples, un peu techniques, comme tu disais Loïc, la technique évidemment elle évolue, donc forcément tous les boulots un peu techniques ils commencent à être faits par la machine. Il y a encore 2 ans, je voyais peut-être sur les réseaux une image par jour où je voyais que c'était fait par IA. Aujourd'hui c'est une image sur 10, une image sur 20. C'est complètement insensé. Donc là, il y a une grosse perte de revenus alimentaires, en tout cas, pour le moment. Selon vous, Joseph et Loïc, l'IA menace-t-elle la singularité créative, peut-être au dépourvu, enfin, au profit d'une pensée qui est plutôt moyenne finalement, assez lisse finalement ? Au moment de l'arrivée de Deep Dream, donc en 2016, hein, ça c'était Google, c'était ces algorithmes qu'on avait vus qui étaient entraînés à détecter des images de têtes de chiens. Et parce qu'on travaillait ces questions de données, moi c'était des questions que je posais assez régulièrement aux étudiants. C'était, il y a toujours eu dans les écoles d'art une forme un peu de nostalgie de techniques manuelles passées, etc. Et on voit bien qu'à la sortie de l'école, l'impact des pratiques du numérique est majeur. Et donc, je disais aux étudiants, vous ne pouvez pas vous passer d'un minimum de savoir-faire dans le numérique, même si vous allez faire d'autres choses. Et à un moment, la question était de se savoir, est-ce qu'ils prenaient le temps à l'école d'étudier un peu ça, de voir comment ils allaient réagir, de voir comment ils composaient avec ces dispositifs-là, ou alors ils l'évitaient complètement, et en général, ceux qui l'évitent, ils reviennent après. Je vois énormément d'étudiants qui ont refait des formations numériques en sortant de l'école parce qu'ils se rendent bien compte que professionnellement, ça leur manque. Alors, au-delà de la question des créateurs ou des auteurs, en fait, moi je pense qu'il y a une question fondamentale, c'est la formation des commanditaires. Et donc des gens qui regardent, et c'est là qu'on voit qu'il y a une éducation à la culture de l'image qui est en fait très pauvre à plein d'endroits, et des gens se satisfont d'images qui en réalité sont assez laides et très communes. Et c'est probablement assez dommage, en fait. Et tout ça, et ça n'empêche qu'il y aura probablement des choses hyper intéressantes qui seront faites aussi avec des IA, mais dans la masse de ce qui est produit, parce qu'en fait, il y a une telle quantité de production que la plupart sont assez insignifiantes. Mais beaucoup de gens, professionnellement, des commanditaires, se satisfont de commandes qui sont d'un niveau insignifiant sur le plan visuel. Et ça, c'est assez dramatique. Et c'est ce qu'on raconte de nous-mêmes, en fait. Sébastien Balesta, vous êtes maître de conférences aux neurosciences et vous travaillez aussi au centre de primatologie. Et donc, vous explorez la façon dont on prend des décisions en contexte social. Dans vos recherches, la valeur qu'on accorde à une expérience dépend beaucoup du groupe, du regard des autres. Avec l'IA, est-ce qu'on risque de juger une œuvre moins sur sa qualité que sur sa popularité ou son effet de mode ? Oui, il y a une notion de jugement social à l'intérieur de quand on voit une œuvre devant nous, quoi. Et c'est vrai que lorsqu'on voit quelque chose qui est créé par l'IA, on a une forme de biais de dire que c'est l'ordinateur qui l'a généré. Et ça peut créer effectivement une forme de méfiance et le fait qu'on estime que c'est pas un humain qui a créé ça, quoi. Et donc je pense que c'est une réalité, en tout cas pour moi, le côté consommateur d'images. Quand je vois une image faite par l'IA, quand on la reconnaît, quand on la catégorise en tant que telle, ça peut avoir un aspect
péjoratif, quoi. Et puis ça rend le monde un peu plus triste, un peu plus lisse, dans la mesure où, par exemple, j'allais en vacances chez un boulanger qui du coup était en congé paternité, et il avait juste fait une petite image. Et là, je vois que cette image est faite par l'IA, quoi. Alors que du coup, ça aurait pu être une image amateur, ça aurait pu être une image que la personne aurait pu évoquer quelque chose de personnel à l'intérieur, et pour un événement aussi important, quoi, finalement. Bon, après, il a peut-être pas eu le temps de faire une image lui-même, mais en tout cas, ça enlève de notre environnement les dessins créatifs, personnels, absolument, de Monsieur Tout-le-Monde, et on a quelque chose de tout lisse. Et ça, en un sens, hein, je le déplore aussi un petit peu, quoi. D'un point de vue neuroscientifique, qu'est-ce qui différencie la réaction de notre cerveau face à une image synthétique et une image filmée? Quelle zone s'active, par exemple, du côté de l'émotion ou de la mémoire entre une image qui est organique et une image produite par l'IA? Alors, je pense qu'on ne peut pas vraiment répondre à cette question en tant que telle, puisque ça dépend qu'est-ce que l'image de l'IA va provoquer en vous, quoi. Si jamais vous êtes extrêmement en colère parce que vous êtes un créateur artistique et que vous voyez quelque chose comme ça, on pourrait imaginer de voir l'amygdale s'activer. Pour toute image, vous allez avoir le cortex occipital qui va s'activer, mais bon, ça, à la limite, on a dit ça. Mais de manière générale, donc les images, ça dépend comment vous les ressentez, en fait, hein, et que ça dépend le type d'émotion que ça va générer, quoi. Donc notre cerveau peut confondre une émotion qui est simulée par l'IA et une émotion qui est réellement vécue, finalement. De voir une image, oui, à la fin, on a encore des indices qui nous permettent d'aller identifier que c'est une image faite par une IA, et donc on a chacun des petits tips. Si jamais il y a trop de doigts à une main, on se dit peut-être qu'il y a un signe que c'est fait par une IA, mais à terme, on imagine que ça va peut-être se lisser, mais qu'en fait notre œil va se faire aussi pour essayer par expérience d'avoir ça. Parce que dans le fond, on a tous une expérience, à part les gens qui sont intéressés avant, les techniciens de l'IA, on a tous une expérience de l'IA qui est à peu près la même durée, quoi. Donc par rapport aux étudiants avec lesquels on interagit, en fait on a la même durée d'expérience de l'IA. Donc c'est aussi dur pour nous de donner notre ressenti et nos retours dessus, puisqu'on a été au contact de ça aussi longtemps qu'eux, quoi. Et justement, pour les jeunes générations qui grandissent vraiment avec ça, qu'est-ce que ça pourrait engendrer ? Alors du bon et du moins bon, hein, comme beaucoup de technologies, mais là le risque, en tout cas moi que j'ai pu identifier à la faculté de Strasbourg, c'est le fait que nous on va mettre du temps à identifier ces risques-là. Donc il va y avoir une génération qui va être exposée à ces risques sans que les mentors puissent savoir en fait c'est quoi ces risques. Mais assez rapidement, parce qu'on fait partie d'une petite il y a pas mal d'enseignants qui s'intéressent à ça, et on voit qu'effectivement peut y avoir une baisse de créativité, une baisse de compétences, hein. Donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est sûr que comme si jamais vous vous entraînez pas à ce que vous voulez vous entraîner, que ce soit la réflexion, la création artistique, la synthèse, si c'est l'IA qui le fait à votre place, peut-être vous aurez une bonne note, mais à la fin vous ratez le coche puisque vous êtes sorti d'un enseignement sans avoir appris, quoi. Et ça c'est un peu triste, quoi. Joseph, Loïc, vous disiez que vos étudiants restaient quand même un petit peu, alors pas frileux, mais ils s'en méfient un petit peu de l'IA, ce qui pourrait paraître étonnant finalement. Comment vous voyez cette approche ? Alors, il est possible que les étudiants sentent, en voyant les images d'IA, ils sentent l'espèce de vacuité, l'espèce de vide qu'il y a dans ces images. Et c'est possible qu'ils s'en méfient rien qu'à cause de ça, parce qu'ils ont une expérience directe, physique avec cette chose. Et donc, si demain une œuvre était entièrement générée par l'IA, est-ce que vous pensez que ce serait encore de l'art, ou est-ce qu'on parlerait dans ce cas d'autre chose ? C'est une question très intéressante. Parce que si on ne le sait pas et qu'elle est vraiment bien faite, n'est-ce pas ? On peut totalement se faire avoir. Alors, je dirais que la seule chose que l'IA ne peut pas faire, et je pense ne pourra jamais faire, c'est de mettre le nom d'une personne vivante, d'écrire le nom, la signature d'une personne vivante en bas de son œuvre. C'est-à-dire que quand c'est fait par quelqu'un qui écrit de sa main sa signature, on vend, en fait, moi ce que je dis aux étudiants, la seule chose que vous pouvez vendre à coup sûr, c'est votre être vivant, votre signature. Le fait que ce soit
vous qui l'avez fait, vous qui l'avez produit et vous qui l'avez fait. Donc c'est la seule chose de sûr, parce qu'effectivement, tu as la technique, comme disait tout à l'heure Loïc, la technique, ça c'est des choses qui passent et on s'habitue à des nouveaux instruments, des nouveaux outils. Mais est-ce que au fond c'est un outil ? C'est la question. Moi je me demande si c'est vraiment un outil. Loïc ? Bon, il y a déjà des artistes qui font des œuvres avec assistées ou appuyées par IA ou sur la base même de l'IA. C'est des IA qui sont supervisées. Je veux dire, il n'y a pas d'IA actuellement qui a une volonté de faire une œuvre. Bon, et a priori, je pense que tous les gens qui sont un peu sérieux sur ces questions-là disent bien que l'IA au titre, déjà le terme prête à débat, l'IA au titre d'une réflexion, d'une âme humaine qui arriverait autonome, mais probablement un fantasme qui n'arrivera pas, au titre d'une IA qui soit une singularité, qui ait connaissance d'elle-même, etc. Donc moi je pense que c'est plutôt aussi une forme de miroir qu'on nous tend. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis que je suis étudiant, et j'ai souvenir. Alors, il y a quelque chose qui m'avait assez fasciné quand j'étais étudiant. On avait eu quelques interventions avec des chercheurs de l'INRIA à Rennes, dont un en robotique, qui avait eu l'occasion d'aller à des compétitions de robots au Japon, parce que ça se faisait assez fréquemment pour comparer les technologies, etc. Et ils nous avaient relaté une histoire qui était assez intéressante. C'est-à-dire qu'ils avaient eu une arène de petits robots qui était tout simple. Ils avaient 2 petits trous, ils pouvaient tourner, s'orienter. Et dès qu'ils percutaient un obstacle, ils retournaient sur leurs pas, et puis ils avaient mis des cubes en bouse dans l'arène. Et à la fin, en fait, l'arène de robots, les robots faisaient des tas. Et donc là, ils s'étaient tous dit, il y avait un terme qui revenait assez fréquemment à ce moment-là, c'était ce qu'on appelait les comportements émergents, donc des choses qu'on n'avait pas programmées pour. Et d'un coup, est-ce que le programme interne des robots commençait à s'autonomiser et à créer des choses ? Et c'est souvent le premier réflexe, c'est de se dire « Oh là là, comportement émergent, il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu, donc ça y est, il devient intelligent, il fait autre chose. » Bon, une fois que tout le monde se calme, redescend un petit peu, il réanalyse en fait ce que fonctionnellement peut faire le robot, les capteurs et tout. Et en fait, techniquement, quand on analyse le scénario, en fait, le robot ne pouvait pas faire autre chose que des tas. Mais tous ces chercheurs qui étaient là, spontanément, parce qu'ils avaient envie d'y croire. Et là, c'est peut-être là qu'il y a un truc intéressant aussi à voir avec les travaux de Joseph. Moi, je pense qu'il y a vraiment ce miroir de à quoi on a envie de croire. Parce que l'IA, comme le disait Joseph, c'est un énorme moteur statistique. Alors, il y a plein de systèmes d'IA. Il y a des IA procédurales, il y a des IA ces systèmes-là qu'on appelle inductifs maintenant, donc ils sont basés sur des modèles de données, on leur donne le résultat et puis ils essayent de déterminer comment le créer. Mais c'est à quoi on a envie de croire derrière ça. Et ça, je pense que c'est une question qui est hyper intéressante à se poser pour des artistes. Et enfin, comment imaginez-vous que les institutions pourraient accompagner justement le public et les artistes dans ce contexte ? À l'université, on a besoin d'aide, finalement, comme dans beaucoup de situations, pour justement essayer qu'on ne soit pas finalement tout seul face à cette problématique, qui est une vraie problématique, parce que je pense qu'il faut qu'on adapte, qu'on dise de manière sociétale comment on veut transformer l'école. Est-ce qu'on veut encore faire en sorte que les étudiants sachent faire des synthèses ? Si oui, comment évaluer ça correctement ? Et donc, collectivement, on se donne une forme de but de qu'est-ce qu'on veut faire de ce nouvel outil qui est arrivé là. D'une certaine manière, on n'a rien demandé, ça est arrivé là, et puis il faut s'adapter à ce changement, quoi. Loïc, Joseph ? Les champs à interroger sont énormes parce qu'en fait, sur la question des images, il y a des questions d'esthétique, il y a de la recherche, il y a de la sociologie, il y a de l'anthropologie, il y a de l'ingénierie informatique. Alors nous, les écoles d'art, on est des petites entités. Là, on est en train d'en parler en ce moment. On a des gros appels à projets sur lesquels nos instances, nos tutelles essayent de nous aider à nous resocler, les étudiants, etc. Donc et il faut qu'on le fasse en collaboration avec d'autres endroits. Ça passe obligatoirement par de la collaboration. Joseph ? Je sais pas. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que en tout cas, l'art, c'est la discussion entre une personne et une autre personne. Donc, est-ce que cette machine de combien cette moyennisation, de combien cette machine va faire redescendre le niveau, je sais pas. Donc la question est vraiment très très ouverte. Une fois de plus, comme pour tellement de choses, on invente d'abord et on regarde les résultats après.
Alors que là, on est en 2025, on a vu même très récemment des tas d'inventions poser problème, ne serait-ce que le plastique, par exemple, la dépense énergétique colossale de ces machines. Alors bien sûr, ils vont faire des progrès, ça va consommer un peu moins, c'est comme les voitures, ça consomme toujours moins, mais bizarrement, à la fin, on utilise encore plus de pétrole, donc c'est curieux quand même. C'est vrai que là-dessus, beaucoup de choses ont été racontées, et peut-être particulièrement en France, il va falloir arrêter de considérer que la science-fiction est une littérature récréative et que beaucoup de problèmes ont été interrogés depuis des décennies en fait maintenant, et qu'il faut aussi regarder ça avec sérieux. Et on va s'arrêter là-dessus. Ce qu'on retient ce soir, c'est que la question, c'est pas humain contre machine, mais plutôt qu'est-ce qu'on choisit de faire de ces outils, du temps gagné, de la créativité augmentée, mais à condition de ne pas sacrifier l'essentiel, la nuance et l'émotion. Pour celles et ceux qui voudraient prolonger la discussion, où est-ce qu'on peut vous suivre, vous lire, vous écouter? Si vous avez une petite recommandation culturelle, c'est le moment. Il faut venir nous voir à l'école. Oui, je crois qu'il faut voir les gens en vrai, c'est vraiment important. Et pour vous, Sébastien? Je suis pas très présent sur les réseaux sociaux, mais il faudrait peut-être que je fasse plus. Mais bon, sinon, on publie de la littérature scientifique. Après, c'est de la littérature de spécialistes, hein, mais bon, ça peut intéresser aussi si on prend le temps de s'y intéresser, quoi. Merci, chers invités, d'avoir été présents pour cette première émission de Sceptique en direct sur Radio RBS. Merci également à Nicolas Rodier, Stéphane Bossler et Talry de m'avoir épaulé. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir laissé place au doute finalement, d'avoir laissé vos certitudes au vestiaire. Si vous ressortez avec plus de questions que de réponses, c'est normal. Ce soir, on n'a pas eu le dernier mot et c'est peut-être ça une bonne discussion. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, premier jeudi du mois d'octobre, même heure, même fréquence, 91.9 FM sur les ondes de Radio RBS ou sur radio-rbs.com. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux @radio-rbs et sur @sceptique.émission sur Instagram. C'était Sceptique, l'émission qui ne vous dira pas quoi penser, mais qui espère que vous y penserez encore demain. On se quitte avec Kendrick Lamar et son morceau High qui dit en musique ce qu'on a cherché ce soir, garder une voix singulière au milieu du bruit. Et en parlant de voix, restez branchés. Dans un instant, on retrouve Issam avec une voix sur le pavé. On n'est pas bien là sur RBS. Sceptique.